Alors, sans trop tarder, donc on va passer à la première session plénière. Donc, je cède ma place au professeur Raouf Douane, qui va modérer cette première session. Donc, il y a une première session plénière où Madame la professeure Afifa Hakam nous présenter deux communications, suivie d'une pause café. Et juste après la pause café, donc on reprendra la deuxième session plénière avec la participation d'autres collègues. Donc Madame Bousheb, c'est Ismaël Boushaba, mon ami le professeur Adil Matom, c'est Matawi et c'est Dora. Merci beaucoup à vous tous et encore une fois, bienvenue aux travaux de cet événement. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je renouvelle nos remerciements aux organisateurs et staff de la faculté de sciences économiques et sociales suisse pour le soutien. Donc on va démarrer tout de suite. Comme il avait rappelé, c'est Yahya et aussi le professeur Benjamin. On a deux sessions plénières cette matinée. Une première avec deux interventions. La première qui va porter, ou plutôt les deux d'ailleurs, ils ont une connotation, on va dire, économique. C'est des économistes qui mobilisent en quelque sorte une approche, ou plutôt une logique économique, sur la question et de l'importance de l'éducation et de l'enseignement. Et cette question aussi des inégalités. Donc la première, il va être animé par Madame professeure Afifa Hakam, et portera sur l'éducation pour lutter contre les inégalités, et approche des économistes de l'éducation, avec un focus sur le Cameroun. La deuxième intervention sera faite par le professeur Hicham Hafi de l'Institut des études africaines. Je vous rappelle que Mme Afifa Hakam vient de l'université, bien sûr, Mohamed V, de la faculté d'Agdel. Enfin, peut-être tout le monde l'a reconnu ici, il était chef de département aussi à la faculté d'Agdel. Le professeur Hicham Hafid est, comme je dis, professeur d'économie à l'Institut des études africaines, c'est un spécialiste de l'Afrique. Et du coup, il nous présentera cette thématique, mais sur un angle un peu plus spatial au niveau de l'Afrique. Enseignement supérieur, renforcement des capacités productives en Afrique, quelle corrélation possible. Je ne vais pas prendre plus de paroles. Je vais céder la parole tout de suite à Madame Afifa Hakam pour la présentation. Je rappelle encore une fois les règles très simples. C'est 20 minutes de présentation chacun. Et on en généralise 2 d'ailleurs. Et puis à la fin, on aura un temps pour discuter avec l'audience. Merci encore une fois pour d'avoir accepté l'invitation. À vous. Bonjour chère assistance. D'abord je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir accordé cette occasion pour participer à cette manifestation scientifique de grande importance et qui traite de l'éducation dans notre pays.
Mon intervention est un peu spéciale parce qu'il y a un recul. Il y a un recul, je fais allusion ici aux soubassements théoriques qui permettent de réfléchir un peu sur l'éducation et est-ce que l'éducation est réellement un moyen de lutter contre les inégalités selon les penseurs de la pensée, selon les auteurs de la pensée économique. Habituellement, les économistes, quand ils parlent des auteurs de la pensée économique, ils pensent à l'accumulation, à la croissance, ils pensent aux équilibres des marchés, un certain nombre de thèmes, mais très rarement on réfléchit sur le rapport sur le plan éducationnel. Or, depuis l'apparition de la pensée économique, depuis les mercantilistes, les théoriciens ont approché l'éducation d'une manière assez parfois superficielle, parfois approfondie, en fonction bien entendu de ce qu'ils réfléchissaient, de ce qu'ils pensaient apporter. Et donc, j'ai trois courants ici par rapport à la pensée économique antérieure à l'apparition de la notion du capital humain. La première, celle qui concerne les mercantilistes, et les mercantilistes étaient très convaincus du rôle que peut jouer l'éducation dans la formation des hommes et par conséquent dans l'augmentation des richesses. Les physiocrates, eux, ils découvraient dans l'éducation le principal moyen de la connaissance et de la transmission de l'ordre naturel. Et la troisième catégorie, qui est composée de néoclassiques et de classiques et de néoclassiques, parlait plutôt du rôle de l'éducation dans l'établissement de la paix, de la justice sociale, ainsi qu'un rôle démographique. Je vous apporte quelques points de vue des plus importants économistes qui ont parlé d'éducation. Alors nous avons dans un premier temps Antoine de Montchrétien, qui est un mercantiliste. Pour lui, les hommes doivent être éduqués et occupés. Il faudrait se pencher sur leur formation et leur enseignement, favoriser leur plein emploi pour éviter le chômage qui constitue un gaspillage de ressources humaines. Déjà, il voit l'emploi par rapport à l'éducation. François Quesnay, le physiocrate, bien sûr c'est le chef de courant physiocratique, l'instruction doit être universelle pour attaquer les abus et inculquer aux enfants le respect de la propriété, de la liberté et de la justice, en exigeant l'obéissance à l'ordre naturel. Morelli, également, c'est un physiocrate, dit « L'éducation fait éviter aux personnes de tomber dans les pièges de l'imagination, de la stupidité et de l'ignorance. » François Quesnay toujours, « L'acquisition des connaissances permet aux hommes de se conduire correctement, de s'élever de leur état primitif, de satisfaire à leurs besoins élémentaires et de vivre dans la dignité. » Les auteurs classiques, eux, considèrent l'éducation publique comme un facteur de formation et de qualification et surtout comme un moyen d'assurer la vertu et la responsabilité civique. Alors je donne quelques exemples. Smith et Malthus, par exemple, parlent de l'alphabétisation du peuple comme un instrument d'atténuation des malaises sociaux et de diffusion de la paix sociale. Malthus, quant à lui, traite l'éducation comme l'éclairage de la population sur les causes de la misère des familles et leur comportement en vue de la réduction des dimensions de la famille. Pour Sismondi, par contre, l'éducation de tous est un facteur de réduction de l'écart entre les hommes, de lutte contre l'injustice et les inégalités sociales. Pour Karl Marx et Adam Smith, l'éducation a le mérite de compenser les effets pervers de la division du travail par la substitution d'individus épanouis à ceux répétant le même geste. L'éducation constitue l'un des freins à la croissance démographique et un moyen d'amélioration de la condition de la classe ouvrière. Elle doit concerner aussi la femme. La première fois qu'on va parler de l'importance de l'éducation chez la femme, ça va être à partir de la pensée de John Stuart Mill. Le plus précieux de tous les capitaux est celui investi dans les hommes, Alfred Marshall, néoclassique. L'éducation est un facteur de valorisation du facteur humain en tant que facteur de production au même titre que les autres capitaux, toujours Alfred Marshall. Maintenant, il y a, tout cela c'est beau, mais quelles sont les conditions d'investissement dans l'éducation? Pour la plupart des économistes que j'ai cités, investir dans l'éducation est conditionné par un certain nombre de choses. Les ressources disponibles des parents,
leur volonté d'en supporter de gros sacrifices, leur appartenance sociale, leur perception heureuse de l'avenir de leurs enfants, la prise de conscience de la nécessité d'élargissement des connaissances et de développement des aptitudes et des facultés des enfants, qui est limitée chez les pauvres. Cette limitation chez les pauvres entraîne la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'absence de mobilité professionnelle et sociale de la couche sociale pauvre. Alors, pour réduire les inégalités, il faudrait généraliser l'enseignement, mais aussi penser à la gratuité. Allez, les auteurs de la pensée économique, avant la théorie du capital humain, parlaient déjà de cet élément-là. L'État doit tenir son rôle dans la formation des individus et il doit contribuer au développement de l'enseignement. Il est responsable de l'apprentissage des orphelins. Antoine de Montchrétien, mercantiliste. Il faut veiller à la généralisation de l'enseignement pour en faire profiter les plus démunis. Melon, mercantiliste. L'éducation doit concerner l'ensemble de la population pour favoriser l'émergence des talents et gestations chez les classes les plus démunies. Elle doit être à la charge de l'État pour permettre aux plus talentueux, quelle que soit leur origine, d'y accéder. William Petit, mercantiliste. L'État est responsable de l'instruction de base des couches pauvres. Smith, John Stuart Mill, classique. En plus de la gratuité de l'enseignement de base, il faut mettre en place un système d'octroi de bourse aux plus défavorisés. Alfred Marshall, néoclassique. Maintenant, pendant les 3 siècles, ou 2 siècles et demi de la pensée sur l'éducation, on va arriver à une réalité, c'est l'imposition de la notion de capital humain et donc l'orientation de l'éducation dans ce sens. Les auteurs de la théorie du capital humain, qui a été développée vers le milieu du XXe siècle, pour ces auteurs, l'éducation est le meilleur moyen de promotion sociale et d'accès aux emplois qualifiés. Le capital humain correspond au montant des sommes nécessaires à la formation de l'homme. Schulz, 1957. Le développement des compétences compense l'inégale répartition des ressources naturelles, les services constituant une partie essentielle de la richesse nationale. La prolongation de la durée de l'éducation augmente le volume de production de l'ouvrier. Kuhner. Une scolarisation poussée forme l'homme à une carrière. L'éducation postsecondaire, objet de l'enseignement supérieur, plus coûteuse parce que parfois à la charge de la famille, possède des objectifs économiques spécifiques. Les parents sont motivés par l'espoir de l'augmentation des revenus de leurs enfants. L'étudiant qui décide de poursuivre ses études universitaires prend conscience que cela lui permettrait de mieux gagner sa vie. La poursuite de sa scolarité au-delà de l'enseignement secondaire se justifie par les revenus futurs escomptés. Walsh. Certains auteurs étendent l'investissement dans le capital humain à toute activité exerçant une influence sur le revenu futur des individus en accroissant leurs capacités. Il s'agit de tout investissement visant à augmenter l'habileté, le savoir ou la santé et qui se traduirait par une hausse de revenus. Cet investissement compte l'éducation dans les institutions spécialisées, la formation sur le tas, le soin médical, la migration, le fonctionnement du système économique, l'éducation familiale, les connaissances et attitudes transmises par les parents aux enfants, la recherche d'informations sur les prix et les revenus, etc. Becker. Au niveau des entreprises, on peut distinguer 2 types de formation. La formation générale qui peut profiter aux entreprises autres que celles qui la dispensent. Alors dans ce cas-là, l'entreprise accepterait d'accorder cette formation lorsque l'on ne supporte pas le coût. C'est-à-dire, les employés accepteraient un salaire inférieur à leur productivité marginale en contrepartie de leur formation. La formation spécifique, elle entraîne une augmentation de productivité dans l'entreprise qui la dispense supérieure à celle des autres. Comment se calcule ce revenu? Par souci d'équité. L'entreprise rationnelle devrait payer à ses salariés ayant fait l'objet d'une formation générale le même salaire que celui qu'il pourrait percevoir ailleurs.
et un salaire élevé à ceux qui auraient reçu une formation spécifique, cette dernière produisant des effets externes. Ainsi, le départ d'employés ne permet pas aux entreprises de bénéficier du rendement total des coûts occasionnés. Par contre, pour les renvois, ce sont les employés qui subissent cet effet. Il faut tenir compte du rôle d'autres types de savoirs, comme l'information sur les entreprises les mieux rémunératrices sur le marché. Becker. L'évaluation de l'opportunité d'investissement en temps d'études se fait par référence au salaire que l'étudiant percevrait à condition de trouver un emploi. Déduction faite de la partie de la population de cet âge qui serait au chômage. Si le chômage s'avère très important, l'opportunité marginale de la dépense au niveau de la société sera nulle à court terme, tant que le nombre des jeunes sur le marché de l'emploi demeurera supérieur à celui des emplois offerts. Baumann. Cette approche permet de mesurer la tendance à la dépense dans l'éducation du point de vue de l'individu moyen. Cette éducation nécessite des coûts. Deux types de coûts, des coûts directs et des coûts indirects. Concernant les coûts directs, il s'agit des dépenses d'éducation de l'élève ou de l'étudiant assurées généralement par la famille. Les frais de scolarité, en principe faibles, voire inexistants dans les pays où l'enseignement est gratuit. Des coûts indirects, ou appelés également coûts d'opportunité. Ils sont dus à la renonciation à un salaire potentiel pendant la période de scolarité. C'est le prix du temps consacré aux études et qui est en fonction de l'âge. Par exemple, dans un pays où l'âge d'activité est fixé à 16 ans, les coûts d'opportunité jusqu'à cet âge sont nuls. Au-delà, l'individu pourrait percevoir un salaire dont le montant augmente avec la qualification. Cet investissement entraîne un accroissement de la productivité des hommes et donc une augmentation de leurs revenus. Ces revenus sont de deux types, des revenus directs et des revenus indirects. Concernant les revenus directs, ils se trouvent sur le marché du travail. Il y a des avantages monétaires. Avec l'amélioration de la capacité de l'individu, il y a une élévation du niveau de salaire. Un surcroît d'éducation entraîne des revenus supplémentaires. Mais ce n'est qu'une tendance. Au sein d'un groupe d'individus à niveau d'éducation égal, on peut observer une grande dispersion des revenus autour de la valeur centrale. Ceci est d'autant plus remarquable que cette dernière est élevée. Miller. Ces différentiels de revenus sont imputables aux transformations économiques, car le progrès technique et ses effets sur les méthodes de production, d'organisation et de gestion entraînent, parallèlement à l'augmentation de l'offre, une croissance de la demande des services qualifiés. Deuxième catégorie de revenus, des revenus indirects. Ce sont des avantages indirects occasionnés par l'éducation d'un individu et concrétisés par l'amélioration de la situation d'un ou plusieurs autres individus, voire à la collectivité dans son ensemble. Ces revenus indirects peuvent être classés par référence aux retombées primaires et secondaires. Les retombées primaires ont effet indirect à court terme. C'est le cas où le revenu de A augmente du fait du niveau d'éducation de B. Ce type d'effet lié à l'emploi et à la productivité se manifeste surtout à travers les relations de travail. Par exemple, la présence d'un ingénieur améliore le travail des techniciens en accroissant leur productivité marginale et vice-versa. Les revenus secondaires ou revenus diffus intergénération sont des effets non immédiats. Ils peuvent se manifester à long terme dans la génération qui suit celle des individus ayant bénéficié de l'éducation, c'est-à-dire ce sont les générations futures. Hors marché du travail, on distingue des avantages non monétaires. Il s'agit d'avantages en relation avec l'emploi et correspondent à la satisfaction de l'individu, à la stabilité de l'emploi, aux avantages, etc. D'autres sont liés aux activités hors travail. Quels sont les facteurs d'inégalité entre les individus bénéficiant d'un même cycle de formation? Ça peut être scolaire, ça peut être universitaire, ça peut être ce qu'on veut. D'abord, il y a l'influence de la famille sur le stock du capital humain des enfants. Les investissements familiaux dans la transmission des connaissances entraînent une augmentation du stock du capital humain. L'attention et le temps accordés à l'enfant et le niveau d'éducation des parents, notamment celui de la mère. Et ça a été prouvé que dans les ménages où la mère est instruite, les enfants arrivent à assimiler facilement les connaissances dans l'éducation.
L'éducation familiale, celle-ci intervient, et c'est pas parce que je suis une femme, hein, l'éducation familiale, celle-ci intervient dans l'éveil de l'esprit de l'enfant et sa stimulation à poursuivre ses études. Si ceci ne se traduit pas par une augmentation du stock de capital humain, il entraîne cependant une augmentation des facultés d'assimilation des connaissances. Ainsi, les différences génétiques et l'environnement familial sont des facteurs de dispersion de stock de capital humain chez les enfants ayant bénéficié du même cycle de scolarité. Deuxième facteur d'inégalité, l'acquisition de l'information sur la situation du marché du travail, qui peut être le fait de l'employé ou de l'employeur. Dans l'hypothèse de concurrence parfaite, les salaires des travailleurs de même qualification professionnelle sont identiques quel que soit l'employeur. Mais dans la réalité, l'information dont on dispose sur le marché s'avère très limitée. La possibilité d'apparition de grands écarts dans les salaires comme dans les conditions de travail pour des emplois similaires. Cette disparité appelée à fluctuer dans le temps, sous l'effet de rapports de force entre l'offre et la demande du travail, entraîne des modifications des salaires relatifs. En investissant dans la recherche d'informations, l'employé peut découvrir un travail plus rémunérateur et ou de meilleures conditions de travail. Troisième facteur d'inégalité, la durée de l'emploi. La femme dont la carrière professionnelle est généralement moins longue que les hommes, parce qu'interrompue par un cycle de grossesse par exemple, trouverait un moindre intérêt à prospecter le marché du travail. La probabilité de l'existence d'un écart plus ou moins grand entre les salaires des femmes et des hommes de même qualification existe. De même, on peut faire le même constat pour les personnes âgées. L'obsolescence de l'information. Plus la modification de la structure des salaires répondant au rapport de force entre l'offre et la demande est rapide, plus l'information acquise devient désuète. La baisse des rendements de l'investissement diminue l'incitation à investir, d'où une dispersion plus grande des salaires. Regardons ce qui se passe maintenant dans le cas marocain. Moi, j'en distingue deux périodes. La première période, c'est de l'indépendance aux années 1990. L'objectif fixé, c'était l'abolition de la sélection qui caractérisait l'accès à l'enseignement au Maroc et l'orientation vers la généralisation de cet accès. La généralisation désignée généralement par démocratisation reposait sur trois principes. Le droit de tous à l'enseignement et à la formation, l'obligation scolaire, la gratuité de l'enseignement au profit de tous les élèves et étudiants de tout niveau et tout type d'enseignement public. Il faut être remarqué que la généralisation allait se faire d'une manière progressive. Deuxième étape, à partir de la décennie 90, l'adhésion à l'approche des théoriciens du capital humain. À ce moment-là, on va être conscient et considérer que toute dépense dans l'éducation constitue l'investissement dans le capital humain. Les pouvoirs publics marocains vont élaborer une stratégie de développement social visant entre autres la promotion des investissements dans l'éducation de base. Première étape. Le groupe crucial et cible, c'était l'éducation primaire avec les enfants ruraux et notamment les filles. L'alphabétisation et la scolarisation de la femme étant devenue une nécessité, eu égard au rôle de plus en plus important qu'elle joue sur le marché du travail formel et informel, en plus de sa responsabilité de la santé, la nutrition, le bien-être de l'enfant et de la famille et la transmission des valeurs. Or, maintenant c'est le constat. Au Maroc, malgré l'afflux massif des élèves matérialisant un progrès dans la démocratisation de l'enseignement primaire et collégial, et malgré l'augmentation des inscriptions scolaires, notamment au milieu rural et particulièrement parmi les filles, les redoublements, les retards scolaires et les déperditions demeurent très élevés. Il s'agit là de signes d'absence d'équité du système éducatif marocain, parallèlement à un gaspillage de ressources engagées. Tout le monde sait que la part dans le budget accordé à l'éducation a toujours été très élevée. De ce fait, les inégalités n'ont pas été supprimées mais déplacées, pour concerner les enfants pauvres du monde rural et surtout les filles.
J'ai là des indicateurs de performance pour l'année 2022. Alors, on voit la part, dans la première colonne, vous avez la part en pourcentage des élèves et des étudiants dans le système éducatif total. Alors, par exemple, là, vous constatez que seuls 11,4% accèdent au supérieur, parmi les scolarisés depuis le début. Le pourcentage du privé, alors là, il a augmenté. Nous l'avons dans le primaire. Le primaire, il est très élevé, mais nous constatons que également dans le supérieur, il devient important. Concernant la scolarisation, alors là, il y a un problème qui m'a toujours tracassé, c'est les taux de scolarité qui sont supérieurs à 100%. Il y a un problème de formule utilisée au niveau du ministère. Moi, j'ai enquêté là-dessus. Soit qu'ils considèrent les taux d'inscription. Et les taux d'inscription sont calculés à partir d'un rapport où au numérateur, nous avons tous les inscrits de tous âges en première année fondamentale. Sur le total des élèves ayant l'âge de scolarité, c'est-à-dire 6 à 11 ans. Et il y a également le taux brut de scolarité, de scolarisation. Le taux brut de scolarisation, c'est au numérateur le nombre des élèves inscrits dans le fondamental en entier, quel que soit l'âge, sur les élèves ayant l'âge de scolarité normale, c'est-à-dire 6 à 11 ans. Bien entendu, les résultats ne sont pas les mêmes. Et quand vous faites le taux net, alors le taux net, vous prenez les élèves ayant l'âge de 6 à 11 ans scolarisés sur la population âgée de 6 à 11 ans. Ça ne donne pas la même chose. Alors moi, je suppose ici que c'est le taux d'inscription. Alors le taux d'inscription, bien entendu, il y a des gens qui viennent, qui partent, ils s'inscrivent en première année, ils ne reviennent pas, etc. Et nous comptons, parce que c'est logique, plus de 100%, moi je n'arrive pas à le comprendre. Par contre, dans le collégial, les 99,1% sont également à discuter. Malgré ça, malgré cette méthode, regardez, pour aller au niveau du baccalauréat, nous avons 75,7% seulement des personnes qui arrivent au baccalauréat. C'est-à-dire qu'on perd en cours de route 25% d'élèves. Et quand nous arrivons au supérieur, il y a 46,1%, c'est-à-dire plus de la moitié des élèves n'accèdent pas au supérieur. Les abondants, regardez, le supérieur. Alors on s'inscrit dans le supérieur, mais plus il reste la moitié s'en va. Alors donc, pour accéder au marché, il faut tout revoir. L'idée d'accès au marché de travail, qualification, etc., la loi de l'offre et de la demande, tout ceci est à revoir. Maintenant, les pourcentages de réussite, regardez. Les réussites ici, c'est le passage de 6e année vers la 7e année, vers le collège. 6e année primaire vers le collège. 93,4% qui réussissent avec redoublement. 61,1% vont accéder au secondaire qualifié. Et 77,6% vont obtenir le baccalauréat. Cette sous-scolarisation dans les niveaux plus élevés de l'enseignement sont attribuables à plusieurs facteurs, à mon sens. Le bas niveau socio-économique et culturel des parents. Certes, la gratuité de l'enseignement favorise l'augmentation du taux de fréquentation de l'école, mais ce dernier demeure influencé par la pauvreté générale du travail et le travail des enfants, le nombre limité des établissements scolaires et ou leur éloignement, la défaillance des moyens de transport. Oui, j'ai fini. La défaillance, surtout en zone rurale, nécessitant de gros sacrifices de parents, envoyer les enfants, surtout les filles, à l'école, occasionne pour les parents un coût en termes de manque à gagner. Concernant le supérieur, le fort taux d'abandon, à mon sens, c'est toujours relatif, dépend de l'orientation des élèves dans les filières, du niveau des moyennes des notes des bacheliers qui sont en contradiction flagrante avec leur niveau réel d'études. Alors, je n'ai jamais compris comment on pouvait obtenir le baccalauréat avec 19,98%. Moi, je me rappelle quand j'étais au baccalauréat, quand on avait la mention assez bien, on sautait au plafond. La mention bien, elle était destinée à, je ne sais pas, quelques génies. Incroyable. Il faut absolument revoir tout ce bazar, il faut refondre.
En philosophie, on ne peut pas avoir 20 sur 20. C'est inadmissible. Donc on a l'échelle, on a des cartes. C'est des conditions de travail dans les facultés à accès ouvert, qui laissent à désirer. Encombrement des amphis, absentéisme des étudiants, des intérêts pour certaines matières, etc. Pour tous les cycles, la privatisation de l'enseignement accentue les inégalités sociales. La part de l'enseignement privé est passée de 4% en 2000, tous les cycles confondus, à combien 15% en 2022. Ça veut dire qu'on s'oriente vers la... Alors, les inégalités par prise en considération de l'accès à l'emploi. Alors, regardons, nous avons des 15 à 34 ans, regardez le pourcentage du chômage. Il concerne beaucoup plus les personnes âgées de 15 à 34 ans et surtout de 15 à 24 ans, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent au marché de l'emploi frais pour trouver du travail. Le chômage frappe normalement les titulaires des diplômes de haut niveau. Alors on va réfléchir, est-ce que les élèves vont vouloir continuer leurs études ou est-ce qu'ils préfèrent s'en aller? L'offre de l'emploi est très inférieure à la demande de l'emploi, phénomène cumulatif dû à la faible employabilité des secteurs nationaux, notamment au niveau de l'administration publique, le plus grand employeur durant les 3 premières décennies d'après l'indépendance. Le profil des diplômés ne correspond pas toujours aux besoins des employeurs, surtout dans le secteur privé. Le problème d'absence de transparence du marché de l'emploi, il faudrait vraiment le dire, et les intermédiations pour décrocher un emploi deviennent nécessaires. Pour conclure, il est unanimement admis que l'investissement dans l'éducation est un facteur essentiel pour élever le niveau d'instruction des individus et renforcer le capital humain. Mais depuis l'indépendance du Maroc, plusieurs réformes du système éducatif ont été mises en œuvre, mais avec très peu de résultats positifs. Pour une meilleure efficacité du système, à mon sens, il est impératif de prévoir une stratégie d'ensemble en vue d'améliorer la qualité du capital humain en assurant une plus grande employabilité des jeunes diplômés. Le grand défi pour le Maroc consiste à affronter simultanément les problèmes de base et de sommet, c'est-à-dire le système éducatif des deux côtés, en évitant de recourir à des réformes partielles dont les applications font souvent l'objet d'improvisation, tout en assurant la gratuité de l'enseignement pour éviter d'en faire le privilège de l'élite. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame, pour cet exposé fort intéressant. Une question qui intéresse bien sûr les économistes, mais au-delà, parce que vous avez dans votre exposé, je rappelle quelques idées phares, ce qu'on pourrait retenir, ce que j'ai retenu, en tout cas il y en a beaucoup de choses en tout cas. Rapidement, avant de passer à la deuxième présentation du professeur Hicham Hafid, c'était intéressant de revenir sur plutôt cet exposé sur la place du capital humain, qui va être le capital humain plus tard, mais de l'éducation et de l'enseignement dans la pensée économique, en revenant jusqu'au mercantiliste, en citant les principaux auteurs derrière aussi le capital humain. Rappelons aussi que, entre parenthèses, c'est que l'histoire de la croissance est le même, qui a un lien certainement avec l'éducation et l'enseignement supérieur. Elle n'est pas très ancienne, qui remonte au fin du 19e siècle. On a ces deux-là, on a connu une période de 2 siècles, maintenant 3 siècles, on va dire, de croissance assez rapide des revenus. Et la formation, bien sûr, et l'éducation, la recherche, a participé à cette croissance importante. Bien sûr, il y a d'autres déterminants qui sont conducteurs. C'est revenu aussi sur cette relation entre l'éducation, l'enseignement, les revenus, les salaires, le marché de l'emploi et comment se définissent. Je comprends un petit peu qu'il y a un apport ici purement microéconomique d'analyse du marché du travail aussi, comment les salaires se fixent, et puis cette relation de force sur le marché entre les employeurs et les employés selon qu'il y ait chômage ou pas, ou pas assez. Dans votre deuxième partie de l'exposé,
Vous êtes focalisé un petit peu sur le cas marocain, en soulignant les choses, certainement les collègues sont assez d'accord, mais peut-être qu'ils peuvent faire l'objet de débats tout à l'heure, sur les inégalités que connaît notre système éducatif et de l'enseignement supérieur, sur le chômage qui touche de plus en plus les jeunes, et puis le problème aussi qu'on rencontre au niveau des réformes de l'enseignement supérieur qui, je ne sais pas qu'on peut appeler des réformes parce qu'une réforme derrière une réforme, et depuis maintenant plusieurs décennies, on n'a pas retrouvé encore le chemin, plutôt un système stable. Et dans d'autres pays, ça a pris beaucoup de temps, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on est encore dans une période où il fallait encore beaucoup plus de conscience totale et généralisée pour aboutir à une réforme qui soit efficace et puis stable, où c'est tout le monde, en tout cas, il est responsable dans ce sens que nous, professeurs, chercheurs, ou les responsables au niveau de la gouvernance. Je vais m'arrêter là peut-être pour rappeler ces éléments-là, et j'invite la salle bien sûr à prendre note des questions qu'on discutera tout à l'heure. Je vais passer la parole tout de suite à professeur Hicham, certainement qui aura une perspective différente aussi, parce qu'il portera sur toute la région de l'Afrique. Et puis, il me semble une démarche comparative. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord, avant toute chose, de remercier le laboratoire d'analyse économique et modélisation d'avoir organisé cette conférence portant sur l'enseignement supérieur, et surtout dans ce contexte national marqué par la réforme de l'enseignement supérieur. Je remercie également et vivement l'équipe qui a été chargée de l'organisation, professeurs et doctorants, de ce colloque. Mon intervention, bien sûr, porte sur l'enseignement supérieur et renforcement des capacités productives en Afrique. Quelle corrélation possible? C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'enseignement supérieur contribue au renforcement des capacités productives et, par voie de conséquence, à la compétitivité globale d'une économie, d'un pays ou d'un continent, et enfin au développement socio-économique? Telle est la question principale. Normalement, il y a une deuxième question. On devrait poser une deuxième question à l'inverse. Est-ce qu'il faut se développer d'abord pour avoir un bon enseignement supérieur? Donc c'est tout à fait à l'inverse de cette question. Mais cette question, à mon sens, n'est pas très utile pour le continent africain, parce que si nous regardons, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a essayé toutes les recettes pour que le continent se développe, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème, énormément de facteurs qui interviennent pour empêcher le développement en Afrique. Donc on ne pourra pas commencer par le développement pour avoir un système de l'enseignement supérieur efficace. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par l'inverse. L'enseignement supérieur, au moins un secteur qu'on pourra cerner et sur lequel on pourra travailler pour pouvoir avoir une sorte de résilience économique face au choc externe. Deuxième raison également, parce que si nous regardons aujourd'hui l'Afrique, c'est 54 pays, c'est 5 régions, c'est une Afrique disparate, contrastée, deux systèmes d'enseignement différents, un système anglophone et un système francophone, donc il y a énormément de contraintes qu'on pourra discuter. Au niveau de l'enseignement supérieur, je vais me baser sur l'accès, non pas la qualité, parce que pour qu'on soit dès le début un peu cerner, un peu limiter l'approche, je vais me baser sur l'accès, le taux d'inscription à l'enseignement supérieur. Deuxième question, pourquoi cette question de l'enseignement supérieur et le renforcement des capacités productives? Parce que si nous regardons jusqu'à aujourd'hui et au niveau de l'Afrique, il y a énormément de défis et d'opportunités, notamment dans un contexte marqué bien évidemment par des rivalités géopolitiques et géoéconomiques entre les anciennes et nouvelles puissances en Afrique. On le voit aujourd'hui à travers le conflit en Ukraine. Donc ils sont en train de déplacer ce conflit à l'échelle internationale vers le continent africain. On voit le sommet Chine-Afrique, Japon-Afrique, Europe-Afrique, et ainsi de suite. Et cette rivalité géopolitique, bien évidemment, présente des opportunités de financement pour financer l'enseignement supérieur.
mais aussi des défis. Et ça, on va en parler. Et également, une tendance lourde de cette nouvelle donne mondiale, c'est la révolution technologique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les mécanismes de création de la richesse et de l'emploi sont en train de changer. Regardons par exemple, si nous faisons des enquêtes ou nous faisons des études très approfondies en Afrique, on s'aperçoit automatiquement que nous avons une population jeune en forte croissance, hein, presque 50% de la population en Afrique, c'est une population ayant l'âge entre 15 et 24 ans, et qui devient de plus en plus exigeante en termes de pouvoir d'étudier et en termes d'emploi. Donc cette révolution technologique commence, elle est en train de changer les mécanismes de création de richesse et de l'emploi. Okay, et aujourd'hui, les secteurs les plus rentables à l'échelle mondiale sont les secteurs qui exercent bien évidemment dans la conception de l'ingénierie, la recherche et le développement, et les secteurs également dans les services. La main-d'œuvre bon marché, abondante bien sûr en Afrique, ne tient plus la route aujourd'hui. Aujourd'hui, les investisseurs cherchent les main-d'œuvre qualifiées, hein, à bon marché, qualifiées et bon marché, pour pouvoir bien évidemment améliorer la compétitivité de leur entreprise. Donc si nous regardons bien évidemment les opportunités et les défis, le seul secteur qui pourra bien sûr, qui constitue le point d'intersection entre les défis et les opportunités, c'est renforcer les capacités productives. Pour avoir bien évidemment une attraction des investissements, il faudra investir dans le capital humain. Pour avoir une résilience économique, hein, on va dire, qui sera résiliente face aux chocs externes. Donc l'Afrique aujourd'hui est appelée à renforcer la diversification économique et son capital humain. Donc voilà, telle est la problématique d'aujourd'hui. Donc pour bien évidemment faire face à certains défis, saisir certaines opportunités, l'Afrique est appelée à renforcer ses capacités productives. Alors vous allez me poser la question, quelles sont ces capacités productives? Les capacités productives, bien évidemment, sont nombre de 8, mais je me suis limité à 4 hein, qui sont principales. D'abord, c'est la qualité du capital humain. Madame Hakam en a parlé. La qualité des institutions, la qualité des infrastructures et le développement des capacités technologiques. Et si nous regardons ces 4 capacités productives, le seul secteur qui pourra rassembler ces 4, c'est l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur est censé former ce capital humain, mais aussi les cadres de ces institutions. Donc, les acteurs institutionnels, ceux qui sont à la tête des institutions, sont formés bien sûr par l'enseignement supérieur, et les concepteurs des infrastructures et des technologies. Donc nous avons ce lien direct entre l'enseignement supérieur et les 4 capacités productives. Cette corrélation, bien évidemment positive, a été confirmée par la Banque mondiale en 2011, quand elle a fait une étude bien évidemment sur les compétences demandées en Asie de l'Est, a montré 2 constats, a soulevé 2 constats importants. Le premier, c'est que les entreprises à forte intensité technologique, et dans une certaine mesure, les entreprises exportatrices embauchent plus de diplômés du supérieur que les autres. Ce sont des constats de la Banque mondiale. Deuxième constat, c'est que pour que l'assimilation technologique, l'absorption technologique soit possible, un tiers au moins des diplômés universitaires doit avoir reçu une formation scientifique ou d'ingénieur du 2e ou 3e cycle. Voilà. On se réfère à l'étude de la Banque mondiale. On a cette corrélation entre l'enseignement supérieur et bien évidemment le renforcement. Qui dit renforcement des capacités productives, des compétitivités et le développement socio-économique. Maintenant, comment peut-on montrer d'une manière quantitative cette corrélation? Eh bien, je vais adopter 2 approches. Une approche macro, qui bien sûr situe le continent africain par rapport aux autres continents, en termes de l'exportation des produits à fort potentiel technologique, et en termes également de taux d'inscription à l'enseignement supérieur. Et en deuxième lieu, je vais adopter une approche micro, c'est-à-dire aller chercher dans les pays africains, 54 pays africains, et voir les scores fournis par les instances internationales en termes de chaque dimension, à savoir le capital humain, les infrastructures, la qualité des institutions et les technologies. Okay. Donc pour pouvoir situer le map, c'est là où il y a l'importance de ce colloque. Donc, avant de discuter l'enseignement supérieur au MAP, il faudra le situer par rapport aux autres pays africains. Voir sa place parmi les 54 pays africains, et puis on pourra discuter la qualité ou la nature du système éducatif au Maroc. Bon, si on prend par exemple
les exportations sont des données fournies par certaines instances internationales. Les exportations de produits à fort potentiel technologique en pourcentage, en 2021, les dernières données, on trouve que l'Afrique exporte 7,5%. L'Amérique du Nord, 31,20%, l'Asie de l'Est, 42,50%, et l'Europe, 27%. Ce sont des produits qui véhiculent un transfert technologique qui, bien évidemment, a fort potentiel technologique, qui a une forte valeur ajoutée. Donc, on voit que l'Afrique est à la traîne par rapport aux autres continents. En revanche, si nous regardons l'indice de concentration économique, c'est-à-dire l'exportation des matières brutes non transformées, on trouve que l'Afrique exporte a un indice de concentration de 0,2%, un indice extrêmement important, très élevé par rapport aux autres continents. Et que l'Afrique exporte plus de 77% des produits bruts non transformés, qui nécessitent une main-d'œuvre bon marché, non qualifiée. Par contre, l'Asie, on exporte 7,2%. Regardez le contraste. Il exporte presque 42,5% des produits qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et uniquement 7,2% est basé sur l'exportation de matières brutes. Donc il y a le contraste entre l'Afrique et les autres continents. Maintenant, qu'en est-il de l'accès à l'enseignement supérieur? Regardez, si nous regardons par exemple le taux d'inscription à l'école, l'enseignement supérieur en pourcentage brut, on s'aperçoit que l'enseignement supérieur est très faible en Afrique par rapport aux autres continents. Bien évidemment, ça revient bien sûr dû à une panoplie de facteurs, notamment le financement, la gouvernance, l'abondance des ressources naturelles, l'intervention des instances, certaines puissances étrangères, qui bien évidemment limitent cet accès à l'enseignement supérieur.